La nuit était dense, chargée du parfum des roses fraîchement disposées dans la salle de fête, mêlée à l'arôme des mets raffinés servis à l'élite présente. Isabella Almeida, vêtue d'une longue robe bleu marine, souriait parmi les invités, sans se douter que ce serait le dernier moment d'illusion de sa vie. 10 ans de mariage avec Alexandre Belmonte, une décennie de complicité apparente, de serments prononcés au clair de lune, de promesses murmurées entre des draps en lin égyptien. Mais il fallu qu'un instant pour que tout s'effondre. Le crépitement des flammes éclata dans le manoir de la famille Almeida, tel un présage de ce qui allait suivre. Lorsqu'elle tenta de fuir pour sauver sa vie, elle se sentit paralysée, non seulement par la chaleur accablante, mais aussi par le choc de voir les silhouettes de ceux qui étaient censés la protéger, lui tournant le dos. La fumée brûlait sa gorge, et les cris au loin semblaient un écho lointain lorsque Isabella réalisa qu'elle était seule. Le feu dévorait les rideaux et le tapis persan sous ses pieds, mais la plus grande douleur ne venait pas des flammes. Elle venait de la trahison inscrite dans les yeux d'Alexandre, du regard froid de sa propre famille. Et puis, les mots qui scellèrent sa ruine résonnèrent dans la salle en flammes. C'était Isabella. Elle a tenté de tuer Lara. En un instant, tout se transforma en cendres. Sa réputation, sa dignité, son espoir. La vérité était un luxe auquel Isabella n'aurait plus droit. Cette nuit-là, elle perdit non seulement sa maison et son mariage, mais aussi son identité. Lorsque les pompiers arrivèrent, il ne restait que des cendres de l'empire que sa famille avait construit, et parmi les décombres subsistaient des rumeurs, des insinuations, des vérités déformées, répandues comme des cendres au vent. Alexandre, aux côtés de Lara, la prétendue victime, jouait une scène convaincante. Le regard meurtri, la voix étranglée par le désespoir. « Ma femme, je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse en arriver là !» murmurait-il à la presse, tandis que des agents de sécurité écartèrent les curieux. Les caméras capturèrent tout. Isabella, couverte de suie, les cheveux en bataille, les yeux embués d'incrédulité. Pour le monde, elle n'était plus la femme sophistiquée et respectée d'antan. Elle était l'épouse trahie, la socialite détraquée, la criminelle potentielle. Lorsque les policiers la menottèrent là, devant tout le monde, l'humiliation finale se concrétisa. Elle cria, supplia, mais le verdict avait déjà été rendu bien avant le procès. Les mois qui suivirent furent un cauchemar au ralenti. Le procès fut une farce, un spectacle médiatique où sa parole valait moins qu'un soupir. Son avocat, engagé à la hâte, se contentait à peine de la défendre, peut-être acheté, peut-être tout simplement incompétent. Les témoins mentirent, les journaux la massacrèrent. L'épouse jalouse qui a perdu le contrôle. La méchante de la haute société. Les médias adoraient. La narration. Et puis le pire arriva. La sentence fut prononcée, 10 ans de prison. Le monde autour d'elle devint flou. Le son du marteau du juge fut la dernière chose qu'elle entendit avant de s'effondrer. Mais là, sur le sol froid du tribunal, alors que sa vie se défaisait sous ses yeux, une flamme différente commença à brûler en elle. Ce n'était pas le désespoir, ce n'était pas la peur. C'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était de la détermination. Les premiers jours en prison furent un choc brutal. Le monde qu'Isabella connaissait, luxe, tapis moelleux et verres en cristal, fut remplacé par du béton froid, des matelas minces et l'odeur persistante du désespoir imprégné dans les murs. Les autres détenus la regardaient avec méfiance, certaines avec dédain. « Madame est tombée de son piédestal », se moqua quelqu'un dès le premier jour. Isabella ne répondit rien. Elle apprit rapidement qu'en prison, la faiblesse était une invitation au chaos. Mais la douleur la plus et profonde ne venait pas de la cellule étroite, ni de la nourriture immangeable. Elle venait du silence. Personne ne vint la voir. Aucune visite, aucune lettre. Ses amis disparurent comme de la fumée. Sa famille, un silence absolu. Même sa mère, qui avait tant de fois affirmé l'aimer, ne se montra pas. C'était comme si elle était morte, comme si le monde avait décidé qu'Isabella Almeida n'avait jamais existé. Pourtant,
Isabella était toujours là, et pour la première fois de sa vie, sans personne, pour la protéger, sans privilège pour la soutenir, elle dut se réinventer. Les nuits d'insomnie se transformèrent en heures de réflexion. Qui était-elle, après tout, sans les étiquettes, sans le nom de famille, sans le mari? Entre barreaux et ombres, une réponse commença à se dessiner. Si tous lui avaient tourné le dos, si sa vie avait été détruite par un mensonge, alors elle ferait ce que personne n'attendait. Elle survivrait, elle se reconstruirait. Et, un jour, elle reviendrait pour régler ses comptes. Mais pour cela, elle devait d'abord apprendre les règles de ce nouveau monde. La prison n'était pas seulement une punition, c'était une école. Isabella apprit rapidement qu'ici, il ne suffisait pas de survivre. Il fallait s'adapter. Elle ne tarda pas à comprendre que la force physique n'était pas toujours le meilleur atout. L'information, la stratégie et la patience étaient des monnaies bien plus précieuses. Elle observait tout, écoutait les conversations, apprenait les codes, tacite de cet univers brutal. Peu à peu, elle trouva sa propre manière d'exister dans cet environnement hostile. Elle gagna la confiance de quelques détenus, notamment d'une femme nommée Célia, une ancienne comptable tombée en disgrâce pour fraude bancaire. C'est elle qui enseigna à Isabella que même en prison, l'argent achetait presque tout. Et plus important encore, que la véritable vengeance ne se faisait pas dans la précipitation, mais avec intelligence. Les années passèrent lentement, mais Isabella ne perdit pas un seul instant. Elle lisait tout ce qu'elle pouvait à la bibliothèque de la prison, étudiait les lois, analysait des cas semblables aux siens. Elle découvrit des failles dans sa sentence, des échappatoires jamais exploités par son avocat incompétent. Et puis, au 8e anniversaire de sa peine, cela arriva enfin. Un recours fut accepté. Son affaire fut réexaminée, et face à de nouvelles preuves, documents falsifiés, témoins achetés, le tribunal annula sa condamnation. Lorsqu'elle sortit par les portes de la prison, le soleil brûlant sa peau après presque une décennie d'ombre, Isabella ne ressentit pas de soulagement. Elle ressentit quelque chose de bien plus fort, un but. Isabella quitta la prison sans rien, mais pas sans un plan. Pendant ces années d'incarcération, chaque nuit blanche avait été utilisée pour tracer ses prochains pas. Alexandre, Lara, sa propre famille, chacun d'eux paierait pour ce qu'il avait fait. Mais la vengeance ne pouvait être animée par une haine aveugle. Elle devait être méticuleuse, chirurgicale, dévastatrice. Avant toute chose, il lui fallait récupérer ce qui lui avait été volé, sa réputation, son pouvoir, son nom. Elle repartit de zéro, adoptant une identité discrète et reconstruisant sa vie loin des projecteurs. Elle travailla en silence, utilisant ce qu'elle avait appris avec Célia pour investir le peu d'argent qu'il lui restait. Elle transforma de petites opportunités en fortune. En 3 ans, Isabella Almeida était de retour, mais désormais invisible, puissante et aux commandes. La première cible fut Lara, la maîtresse, la complice, la femme qui avait contribué à détruire sa vie. Isabella découvrit que, après le scandale, Lara avait gravi les échelons sociaux aux côtés d'Alexandre, mais que leur mariage n'était qu'une imposture. Alexandre, toujours ambitieux, utilisait Lara comme un trophée, tout en la trahissant avec d'autres femmes, érodant ainsi leur relation. C'était là qu'Isabella attaquerait en premier. En manipulant des contacts qu'elle avait tissés durant ses années d'exil, elle réussit à infiltrer une personne de confiance dans le cercle social de Lara, alimentant des rumeurs, semant le doute, exposant les trahisons. En quelques mois, la société ne voyait plus en Lara la femme parfaite, mais une épouse humiliée, trahie, ridiculisée. Lorsqu'enfin elle fut abandonnée par Alexandre, sans argent et sans prestige, Isabella n'eut même pas besoin de s'en mêler. La ruine de Lara fut un effondrement auto-infligé. Avec Lara hors du jeu, il ne restait plus qu'Alexandre. L'homme qui, autrefois, avait promis de la protéger, mais qui avait choisi de la détruire pour se protéger lui-même. Isabella savait qu'un homme comme lui ne changeait jamais. Avide, impitoyable, toujours en quête de pouvoir. Et c'est précisément cela qu'elle usa contre lui.
Discrètement, à travers un réseau d'entreprises et d'investissements, Isabella commença à miner les affaires d'Alexandre. Un projet échouait mystérieusement, des investisseurs disparaissaient, des contrats étaient résiliés sans explication. Peu à peu, sa fortune commença à fondre comme de la glace sous le soleil. Mais Isabella ne voulait pas seulement ruiner ses finances. Elle voulait le voir seul, désespéré, impuissant, comme il l'avait fait se sentir un jour. Le coup de grâce survint lorsqu'Alexandre découvrit que son empire avait été racheté, pièce par pièce, par une seule personne, une femme d'affaires. Anonyme, dont il ne reconnut le nom qu'à la dernière seconde, Isabella Almeida. Le moment où il vit de nouveau son visage, après tant d'années, fut la véritable victoire. L'expression d'horreur, la bouche entr'ouverte, cherchant désespérément ses mots. Il n'y avait plus l'homme puissant, seulement un raté face à la femme qu'il pensait avoir détruite. « Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est moi qui te prends tout », fut tout ce qu'Isabella dit avant de se retourner et de partir. Alexandre tenta de lutter, de reconquérir son prestige, mais sans alliés, sans fortune, sans influence. Il n'était plus qu'un fantôme de ce qu'il avait été. Il ne restait qu'une dernière pièce dans ce jeu de vengeance, sa propre famille. Ceux qui auraient dû la défendre, mais qui avaient choisi le silence. Le poids de cette trahison était différent, plus profond. Ce n'était pas seulement un jeu de pouvoir ou d'argent, c'était du sang, c'était des liens brisés. Pendant des années, Isabella se demanda si elle ne devait pas simplement les oublier, aller de l'avant, construire sa vie sans regarder en arrière. Mais la vérité était que tourner la page ne signifiait pas ignorer le passé, cela signifiait l'affronter. Alors, une nuit, elle retourna dans le manoir de la famille Almeida, le lieu où tout avait commencé. Les visages qui la regardèrent lorsqu'elle franchit la porte étaient pâles, surpris. Aucune salutation chaleureuse, aucun embrassement, seulement la peur. Ils savaient ce qu'ils avaient fait. Et maintenant, ils se trouvaient face à la femme qu'ils pensaient avoir enterrée. Mais Isabella n'était pas venue pour crier, accuser ou détruire. Elle était venue pour montrer qu'elle avait gagné. Elle s'assit à la table, observa ces visages familiers qui ne lui disaient plus rien et, avec la sérénité de celle qui avait enfin trouvé sa paix, prononça une seule phrase. « Je n'ai pas besoin de vous. » Elle se leva, partit et ne se retourna jamais. Les jours qui suivirent furent différents de tous ceux qu'Isabella avait connus. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait ni haine, ni colère, ni désir de vengeance. Il n'y avait que le silence, la paix, un avenir sans chaîne. Arpentant les rues d'une ville qui auparavant la voyait comme une criminelle, elle était désormais invisible, et cela était libérateur. Elle n'avait plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle n'avait plus besoin du nom de famille, de la richesse, de l'influence. Elle se possédait elle-même, et, enfin, de compte, cela suffisait amplement. Isabella Almeida disparut ce jour-là, pas comme la première fois, lorsqu'elle avait été arrachée à sa propre vie, mais cette fois, par choix. Elle ne serait plus jamais prisonnière d'une identité qui ne lui appartenait pas. Le passé était clos, les comptes réglés, les blessures cicatrisées, même si certaines laissaient encore des marques. Un nouveau nom, une nouvelle histoire, une nouvelle liberté. Où elle est allée, personne ne le sut jamais vraiment. Mais ceux qui l'avaient trahi ne l'oublièrent jamais, parce qu'à chaque ombre, à chaque silence, ils savaient qu'Isabella n'avait pas seulement survécu, elle avait triomphé.